au fait, en entendant un Ivoirien de nos jours parler ainsi, qui connaît la situation géopolitique en Côte d'Ivoire, venir sur un panel qui est animé de plus de 400 personnes et vient dire que le RADP a fait des propositions meilleures, que le PDCI n'a rien fait. Quand même, il n'y a pas plus sorcier. Ça, je n'ai pas besoin d'argumenter ou bien de donner des trucs. Il n'y a pas plus sorcier que quelqu'un qui parle ainsi. Il n'y a pas plus sorcier. Parce que, pourquoi je dis ça? La sorcellerie, c'était à la base. Parce que, aveuglement, le PDCI a fait confiance au RHDP, disant qu'on était tous des frères, du même père et de même mère. Et cette confiance a été trahie par le même RHDP. Et aujourd'hui, il oublie que le RADP est né du PDCI et il vient dire que le PDCI n'a rien proposé, que c'est le RADP qui a proposé mieux. C'est sûrement dit. Bon, alors, dans ce cas, permettez, comme c'est une affaire de famille, monsieur Taki, permettez aussi que monsieur Traoré aussi, monsieur Manuel, puisse tenir au moins une minute, dire quelque chose. Parce que vous l'avez accusé, excusez-moi, monsieur Taki. Vous êtes exprimé, on va pas accuser ma personne. Vous allez parler. Est-ce que le fait de dire que vous proposez du travail aux Ivoiriens, vous proposez des offres aux Ivoiriens, fait de vous un anthropophage, un cannibale, un sorcier? C'est la question, politiquement parlant, bien sûr. Voilà. Justement, c'est la question que tu m'as posée, tu devrais poser à Stéphie. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais il a dit que vous avez un comportement de sorcier. En plus, il n'a même pas compris. Ouais, il n'a même pas compris déjà. Quand je parle de PDCI, parce que quand il dit que le PDCI n'a rien proposé, mais quand il dit qu'on était dans une famille, et le RADP est sorti du PDCI, donc il a en train de me dire que, ils sont en train de dire que le président Félix Houphouët-Boigny n'a rien fait, en quelque sorte. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors que nous, on est en 2025. Donc, il n'a qu'à rester dans le contexte du jeu politique. On est en 2025. 2025 là, qu'est-ce que le PDCI a proposé aux Ivoiriens? Rien du tout, c'est de ça qu'on est en train de parler. Bah, quand tu parles du PDCI, tu viens faire l'historique des faits, mais ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas parlé du PDCI depuis Félix Houphouët-Boigny. On parle de maintenant, on parle de 2025. Qu'est-ce que le PDCI a proposé aux Ivoiriens en 2025? Rien du tout. Et raison pour laquelle il a pris l'exemple sur Tidjane Thiam, en disant que Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il a proposé aux Ivoiriens? Si c'était là pour libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Mais je n'ai pas parlé de Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous êtes resté dans le contexte actuel. Non, pas du contexte. Vous êtes resté dans le contexte actuel. Mais alors, quand il dit vous êtes, en fait, moi j'ai compris qu'il a indiqué que vous êtes des sorciers politiquement. C'est pas le sorcier comme ce qu'on dit, le mangeur d'âme. Il dit politiquement vous êtes des sorciers. Est-ce que vous êtes maléfique politiquement? Non, jamais. On n'est pas maléfique. Tu as demandé, tu m'as posé la question. Donc, Ouattara était gentil en donnant la liberté, comment on appelle? Exactement. Justement. Donc, vous dites quoi? Lui répondre, voilà, en quelque sorte, voilà, il dit, l'impunité a fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les policiers se cachent derrière, l'impunité en Côte d'Ivoire, pour créer des choses, pour faire des choses, et ils sont pas punis. Ils donnent l'exemple. Moi, ils sont en train de parler. Là, moi, mon avis. Maintenant, si on veut que les choses changent en Côte d'Ivoire, et il a même dit, je n'exclus pas aucun politicien. Il n'y a pas de tous les politiciens. Oui, vous avez dit tous les partis politiques. Voilà. Il ne sait pas pourquoi il me dit que je suis sorcier, donc il ne comprend pas. Bon, on va couper court à cela. Donc, monsieur Taki, est-ce que vous insistez, vous persistez que, d'accord, monsieur Traoré Manuel est maléfique politiquement ou est plutôt un sorcier? Moi, je ne retire pas mes mots. Je l'ai dit au début. Donc vous maintenez que pour vous, le RHDP, ce sont des sorciers? Effectivement, parce que faut pas que nous allons confondre les choses. Oui. Aujourd'hui, il y a l'embellissement. Enfin, si les gens ne savent pas, il y a l'embellissement. Et puis, il y a, comment on appelle ça, les gens confondent, en fait, vous voulez parler de l'enveloppe et dans le fond de l'enveloppe. Oui. Voilà, merci. D'accord. C'est-à-dire qu'il sourit, ils peuvent sourire, mais la nuit, ils se transforment en chauve-souris. Oui, parce que quand j'analyse les choses, quand je regarde, par exemple, M. Belou Soumala, lors de mon première intervention où j'avais mentionné son nom, avant même que tu ne viennes dire qu'il a été libéré,
quand on me dit que M. Bédou Soumaïla est accusé de 11 chefs d'accusation, ça dit que tout ce qui est, ça dit que c'est le top 10 des accusations en Côte d'Ivoire. Politiquement parlant, qu'est-ce que M. Soumaïla a dit? Ou bien qu'est-ce qu'il a pu bien dire ou bien faire à ce qu'il arrive à là? Ça, c'est un d'abord. Maintenant, ça sert à quoi aujourd'hui de venir se jouer aux pompiers, puis après, venir mettre le feu, puis après, venir se jouer aux pompiers? On soulève telle personne, le met, et puis après, on dit... Ah, d'accord. Donc, pour vous, en fait, c'est la technique du pompier pyromane, et vous trouvez cela comme un comportement de sorcier? Oui, effectivement, parce que il ne s'agit pas de donner de la main gauche et puis venir répondre de la main droite. Avec la main droite. Ok, d'accord. Je vois mieux ce que vous voulez dire. Alors, ce que je vais, on va quand même temporiser un peu. René Caillé va prendre 1 minute parce que on a Casa Delvio qui est là et puis Prosper qui n'a pas encore pris la parole. Mais bon, c'était vraiment cette séquence occulte de la politique. Alors, René Caillé, si on doit rebondir, tu as écouté tes prédécesseurs. Peux-tu nous dire également, est-ce que toi tu peux aussi abonder dans le même sens que Stéphie Taki, dire que le RHDP est un parti maléfique? Est-ce que Manuel Traoré n'est-il pas plus réaliste, un tant soit peu que tous ses opposants, qui sont complètement enfermés dans leur opposition et qui ne cherchent pas aussi à être très stratèges, comme Manuel Traoré a indiqué que son parti aujourd'hui est celui-là qui est représentatif? Ou tu peux nous dire, René Caillé, que tu peux corroborer ce que M. Stéphie Taki a dit, le RHDP est un parti de sorciers. Est-ce que toi, tu le penses véritablement? Monsieur Insan. Oui. Ne passons pas par le dos de la cuillère. Monsieur Stéphie est dans la révélation. Pourquoi il dit dans la révélation? Mais regardez au législatif, le PDCI a cru que quoi? Que le RHDP, RDR allait faire franc jeu. Mais le RHDP ne peut jamais jouer franc jeu dans des élections. Ils sont dans leur gamme. Depuis longtemps, ils sont dans leur gamme. Ils sont pragmatiques au fait. Il faut tricher pour rester. Mais là, ce n'est pas de la sorcellerie. Si vous dites qu'il faut tricher pour rester, donc vous avez plutôt vers la tricherie. Monsieur Taki, il a évoqué la sorcellerie, c'est quand même fort. La sorcellerie, nous les Africains, on dit quoi? La sorcellerie, on pense que c'est ce qui se passe dans le noir. Dans l'obscurité, c'est pas ça la sorcellerie. Mais la vraie sorcellerie, c'est ce qu'il fait, c'est ce que Stéphie a dit. Le fait de mentir aux gens, ça c'est la sorcellerie. Le fait de tromper les gens, c'est de la sorcellerie. Le fait de truquer, le fait de tricher, tout ça c'est de la sorcellerie. Moi, chez moi, c'est ça la vraie sorcellerie au fait. Parce que donc ce qui sous-entend que vous voulez dire que M. Alassane Dramane Ouattara est un sorcier. M. Alassane Ouattara, je ne sais pas si c'est lui qui est le sorcier, mais c'est le système qui est le sorcier. Attends. Voilà. Non, René, il faut qu'on soit précis. Il y a un président du parti. Vous dites le RHDP pratique la sorcellerie. Le président en l'occurrence, c'est un sorcier. De quel système vous voulez parler? Il faut assumer votre dire. Monsieur Ouattara, est-il un sorcier ou pas? Sorcier, c'est ce que je suis en train de te dire. Le sorcier, c'est pas celui qui mange les arbres. Oui. Mais selon aujourd'hui, tout ce qui se passe avec la CEI qui est inclus dans un parti politique, la justice qui est inclus dans un parti politique, tout ça, je peux dire que c'est un sorcier. Ah, si je fais toute cette analyse, je dirais que c'est le chef sorcier. Ah, lui, c'est le chef de la confrérie, quoi. C'est le chef de la confrérie. Parce que tous ces systèmes qui se passent, c'est lui qui est garant, qui est garant de ça. Voilà. Parce que si la justice va, quand la justice va mal, qui on accuse? On accuse le président de la République. Quand les décisions vont mal, on accuse qui? On accuse le président de la République. Quand le système va mal, on accuse le président de la République. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est garant de ça. Donc, si on va accuser un chef sorcier, c'est lui, on va accuser. D'accord. Donc, ce qui sous-entend que les propos que Manuel Traoré tient ici fait de Manuel Traoré un apprenti sorcier. Manuel Traoré, c'est pas lui-même apprenti sorcier, mais lui, le bébé sorcier même. C'est un sorcier. Ah, bon, ça c'est quand même fort. Manuel Traoré, c'est un sorcier. Va falloir que Manuel aussi mette les choses au clair parce que je ne peux pas accepter. Manuel Traoré, il voit le mal. Mais comme il est dans une confrérie, il ne veut pas trahir sa confrérie. Oui, parce que là, effectivement, ça fait la confrérie. Parce que dans la confrérie, il n'y a pas de trahison. Tu manges la viande de la confrérie, mais tu n'as pas le choix. Exactement. Donc, je suis d'accord. Donc, ils font tous ceux qui font partie de ce système, ils font partie de la confrérie. Ok. Parce que je me rappelle bien, pour terminer, je vais donner un petit truc qui s'est passé à Tchassalé pendant les élections législatives. Oui.
Le RDP dit, même si c'est rouge, ça va devenir, même si c'est blanc, ça va devenir rouge. Et c'était le slogan de campagne là. Même si c'est blanc, ça va devenir rouge. Ah bon, Atia Saleh? Atia Saleh? Non, mais vraiment sérieux, c'était leur slogan de campagne avec Alpha? Oui, demande à Saleh Temoko. Oui. Si c'est blanc, ça va devenir rouge. C'était le slogan de campagne. Même si c'est blanc, ça va devenir rouge. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut changer. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc tout est écrit, tout est là. Nous ne savons pas se cacher la voile. Quand tu vois, dans une confrérie, on ne trahit pas. Donc ils sont dedans, les manuels, ils sont toujours dedans. Mais le jour qu'il va, lui-même connaît son sort, s'il trahit, il ne va plus partir au pays. Donc il ne peut pas trahir. Manuel, il sait. Si donc ça prend une dimension là. Bah oui, je t'ai dit, Atia Saleh, c'était le slogan. Même si c'est blanc, ça va devenir rouge. C'était le slogan. Il y a une personne en bas qui dit qu'il est de Atia Saleh, que vos propos sont inexacts et c'est pas vrai. Alors, bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, on va accorder quand même une minute. Si tu veux, tu peux aller sur la page même. J'irai vérifier, mais il dit c'était à Magnin. C'était à Magnin. Leur slogan de campagne, c'était à Magnin. C'était pas si c'est blanc, ça va devenir rouge. C'était à Magnin. Il dit de Atia Saleh. Bon, alors, monsieur Manuel Traoré, encore une minute rapidement pour répondre à René Caillé, après ces accusations en disant que le RHDP n'est pas un parti politique, c'est une confrérie politique plutôt. Qu'est-ce que vous nous dites en une minute? Bon, voilà, bon, je sais pas, tu vois, voilà pourquoi il dit, c'est de la mauvaise foi, en fait. Il nous dit que le RHDP, c'est une confrérie sorcière. Bon, ça, c'est selon eux, ils sont pas au RHDP, c'est eux qui savent tout du RHDP. C'est ça le problème. La vérité, ici, le problème est que les gens, ils ne font pas confiance en nos institutions. Mais ça, ça date pas de maintenant. Depuis 90, on a vu comment on appelle, Laurent Gbagbo nous disait que le président Félix Houphouët-Boigny a volé les élections. Il a triché aux élections. Et ils sont tous dans cette position. Mais est-ce que c'est la faute au RHDP? Il y a des institutions qui sont là, qui organisent les élections. Si vous ne faites pas confiance à ces institutions, c'est pas la faute au RHDP. C'est aussi simple que ça. Donc quand il prend les institutions, Atia Saleh, mais on a perdu dans des communes plus importantes que Atia Saleh. Exemple, Cocody et Plateau. Donc, pourquoi on n'a pas pu tricher là-bas pour gagner cette commune-là? C'est à Atia Saleh, on va les tricher. Manuel, j'ai une question. Je suis d'accord avec ce que vous dites, monsieur Manuel, mais est-ce qu'on peut obtenir 100% dans les élections? 100%, ça dépend. Je sais pas, ça dépend. Vous pouvez me dire comment ça dépend, pour que je comprenne? Comment on peut obtenir 100%? Si tout le monde a pu voter pour une seule personne, il n'y a pas de problème. Où est le problème à ça? D'accord. Moi, il ne voit pas de problème. D'accord, mais dans la liste, là. Et puis, en plus, le problème, c'est pas, faut pas, ok, il y a eu quelques trucs dans certaines régions, on ne va pas prendre ça pour généraliser. Non, mais moi je pose la question, monsieur Manuel. Je ne généralise pas, mais je veux juste comprendre. Non, je ne parle pas de vous, personnellement. Je suis en train de parler de René Caillé, puisqu'il a pris l'exemple sur Atia Saleh. Il a pris l'exemple sur Atia Saleh. Alors qu'il y a eu les élections sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On ne peut pas prendre le cas d'Atia Saleh pour venir nous dire que l'ensemble de l'élection a été triché. Moi, personnellement, monsieur Manuel, je ne peux pas même accuser votre parti parce que vous dites qu'il y a la CEI. La CEI joue son rôle. Maintenant, je vous ai posé la question. Est-ce qu'on peut avoir 100% dans une élection? Vous me dites que ça dépend. Si tout le monde a voté. Mais je vous pose la question. La liste électorale là, que l'on a là, c'est une liste électorale qui n'a pas été révisée depuis, je pense, l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles révisions. Alors, dans un point comme Boundiali, vous pouvez me dire qu'à Boundiali, il n'y a pas eu de décès? S'il y a eu des décès. Alors, mais comment, si c'est la même liste qui existe, depuis, je ne sais pas, plus d'1 an, il y a des personnes qui sont inscrites, ces personnes-là sont décédées, par exemple. Comment, en fait, d'accord, puisque la liste n'a pas été changée? Non. La liste n'a pas été révisée, elle n'a pas été mise à jour. Non, mais attends, tu dis il y a des personnes qui sont décédées, qu'il n'y a pas de problème. Pour prouver que les personnes qui sont décédées sont sur la liste électorale. Non, mais il y a forcément eu. Non, il y a combien il y a forcément? Mais il y a forcément, monsieur. Attendez, nous sommes dans une ville comme. On ne peut pas se baser. Non, parce que la révision, en fait, c'est actualiser la liste, monsieur. Non, mais attends, on ne peut pas se baser sur des suppositions pour une conclusion. Mais c'est même pas une évidence. C'est une évidence. À condition que vous nous dites, pardon, à condition que vous nous dites, monsieur, qu'à Boundiali, il n'y a pas eu de décès.
Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de décès. Il dit, toi, il faut nous prouver que ceux qui sont décédés sont sur la liste des aurores. C'est tout. Mais alors, voilà. maintenant, non, Donc, la preuve. vous allez me dire, par exemple, qu'il n'y a aucune personne décédée à Boundiali qui n'était sur la liste électorale pendant plus d'1 an. Non, moi, je n'étais pas dit ça. Tu dis, c'est toi qui confirme qu'il y a eu des gens qui ont été. C'est une supposition. Il n'y a pas de préjudice d'accord avec ça. Non, c'est une supposition. C'est une supposition. Et là, voilà pourquoi il dit, on ne peut pas te baser sur la supposition pour faire une conclusion. Oui, non, voilà. Je vous pose la question. Est-ce que vous jugez cela plausible ou pas? Sinon, on peut prendre l'autre piste. On peut dire que personne n'est décédé. C'est-à-dire que la liste, elle est là. Et puis voilà, tout le monde a voté à 100%. Est-ce que c'est faisable? Comment? Eh ben, dans ce cas-là, on peut dire que personne n'est décédé, tout le monde est sur la liste et ils ont voté à 100%. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Les gens ils sont allés voter. Tu me poses la question de savoir, toi tu fais une supposition de savoir, est-ce que je suppose les deux pistes. Laquelle vous choisissez? Laquelle pour vous semble la plus plausible? C'est-à-dire, il n'y a pas eu de décès, tout le monde est là, tout le monde est allé voter, ou bien il y a eu décès, la liste n'a pas été révisée. Laquelle des pistes choisissez-vous? Est-ce que vous choisissez où il n'y a pas eu de décès, tout le monde a voté à 100%? Non, déjà, on dit, comment on appelle, il y a eu 99,98 votants. Non, à Boundiali, il y a eu ça, c'est d'abord. Non, attends, à Boundiali, non, faut regarder. Il y a eu 80, attends d'abord. Il y a eu 99,98 votants. Ça, c'est de 1. De 2, ceux qui ont voté maintenant, c'est eux qui ont fait 100% de votes. Voilà, faut bien préciser les choses. Il y a eu 99,98 votants. Donc, il y a eu 0,2% de votants n'étant pas là. Voilà. Non, attends d'abord. Voilà, parce qu'il faut pas, voilà pourquoi on a dit la vérité aux gens, on va faire la manipulation. Il y a eu 99,98 votants. Mais oui, les donc il y a eu 0,2% manquant sur les votants. Eux qui ont fait 100% de votes. Oui, c'est les 98% là de votants. Voilà, ok, moi, c'est eux maintenant, c'est eux qui, les 0,2%, c'est eux qui sont décédés, c'est bon? C'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon. Voilà, donc c'était clair et net. Donc pour conclure, attends, c'est intéressant ce que tu dis. Donc les 0,2%, ils sont décédés. Donc, supposons que c'est eux qui sont décédés. On suppose que c'est eux qui sont décédés. Les 98%, c'est les personnes qui sont là, ils ont voté. Mais en fait, là, la liste, elle ne date pas de maintenant. Elle date de plus d'1 an. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de révision. Donc, il n'y a pas eu de révision. Donc, forcément, s'il y a encore des gens qui sont décédés, on fait comment? Mais il y a des gens les gars votent pas. C'est tout. Comme un mois, c'est un mois peut voter. Bon. Un mois ne peut pas voter. Alors, monsieur Malia Traoré, en tout cas, il est avec nous. C'est mon invité spécial. Attends, il va conclure. Attends, il va conclure. Parce qu'il a été cité plusieurs fois par Stephy et puis, comment on appelle Kaza, René Kayi. Donc, voilà. Donc, non, mais là. Vous avez répondu à monsieur Taki déjà. C'était René Kayi ensuite qui. Oui, non, c'est pour conclure. Ok. Je vous laisse conclure. Voilà. Donc, voilà. Vous l'avez dit, l'histoire de sorcellerie, c'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes idéologies politiques qu'on devient des sorciers. Raison pour laquelle il y a des opposants et il y a le pouvoir en place. Voilà pourquoi nous on dit attaquer RADP ici, comment on appelle, ici sur ma position, attaquer RADP pour dire que, en réalité, encore de voir, et c'est une réalité, le PDCI n'a rien proposé aux Ivoiriens en 2025. Le RADP a proposé mieux, raison pour laquelle ils sont là aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens veulent adhérer au RADP. Parce qu'ils proposent mieux. Ça ne fait pas de moyens sorciers. Ils donnent juste mon avis, mon frère. Donc voilà. J'ai une petite question avant que notre très cher Kaza et Prosper, après Prosper prendra la parole après Kaza. Juste une question. Laurent Gbagbo était un sorcier ou pas? Sorcier, non, c'est un boulanger, c'est un sorcier. Ah d'accord. Non, parce qu'à l'époque, en fait, je me rappelle, des gens avaient cassé des statues. Ils avaient dit que Laurent Gbagbo, en fait, était un sorcier, il construisait des statues dans Abidjan. C'est ouais, bah oui, on a appris ça, ouais. Mais est-ce que c'était faux? Non, mais je pose la question. Si tu me réponds, oui, par oui, mais nous tous encore une fois, c'était une réalité. On a même vu, quand ils sont allés le délager au palais présidentiel, on a vu des fétiches chez lui là-bas. Donc c'est une réalité qui était encore.
Bah oui, il y avait des images où il y avait les gars qui adoraient des fétiches encore au palais présidentiel. Donc voilà, c'est ce sont des faits en Côte d'Ivoire. Sur quel média ça? Sur quel média? Manuel. Oh, mon frère, René, il faut fermer ton micro là-bas. Ça, ce sont des... oui, on a vu les informations sur ça. Donc ça, ce sont des faits en Côte d'Ivoire. On a vu que le président Laurent Gbagbo, comment on appelle le monument qui était partout en Côte d'Ivoire, on a vu déjà en bas, c'était des fétiches. Donc on peut dans quelque chose, c'était sorti. Ah, donc en fait, là, vous admettez en fait que M. Laurent Gbagbo était sorcier. Non, bah oui, bah, si on se base, il dit si on se base sur ça, si c'est fait là, où on adorait des fétiches au palais présidentiel. Écoutez les trucs de grains là. Ça, c'est les trucs de grains là, très bien. Ça, c'est les grains à bobo. Mon frère, attends, sur le monument, il y avait des fétiches. On va dire quoi? Ok. Bon, on va parler de ça tout à l'heure parce que non, mais c'est quand même, waouh, c'est quand même fort, monsieur Manuel, ce que vous dites. Mais bon, on va écouter déjà monsieur Casa Delvio. Si t'as venu sur là-dessus pour me poser la question par rapport à ça, c'est que ça existait. Non, mais j'ai entendu parler de cela, c'est pour cela. J'ai entendu parler de cela, c'est pour ça que je suis venu par curiosité. Justement. J'ai dit, j'allais à un truc. Bon, ok, monsieur Manuel, monsieur Traoré, c'est qu'on va faire. On va écouter monsieur Casa Delvio. Je sais pas, monsieur Casa Delvio souhaite intervenir sur quel sujet. Je sais qu'il est militant du PDCI RDA, mais nous avons abordé l'annexe fiscale 2026. Annexe fiscale 2026. Échappé de la vie, mais je ne sais pas de quoi il veut parler exactement. Monsieur Casa, à vous la parole. Bonjour. Salut à toi, Yussan. J'espère que tu vas bien. Je profite de ton panel pour te souhaiter une excellente année 2026. La santé de fer et prospérité. Bon, je vais intervenir sur 2 points. Déjà, je vais répondre à monsieur Manuel qui nous dit non, le PDCI n'a rien proposé, le PDCI ne propose rien. Et quand tu lui poses cette belle question pertinente, qu'est-ce que le RHDP propose? Il dit le RHDP propose du travail aux Ivoiriens. Ça veut dire quoi proposer du travail aux Ivoiriens? Mais ça, moi je te propose du travail. C'est bon, tu es à l'aise, là tu te commences à travailler. Non mais il faut arrêter d'être omnibulé par votre parti en racontant vraiment du n'importe quoi. Ça veut dire quoi proposer du travail aux Ivoiriens? Ça veut absolument rien dire. Manuel, moi je te propose du travail. C'est bon, tu travailles là maintenant? Tu travailles? Que le PDCI ne propose rien aux Ivoiriens. Le PDCI a des propositions. Moi, je te demande d'aller sur le site du PDCI. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec les propositions. Je peux te comprendre. Mais venir s'asseoir gardement pour dire non, le RHDP est le meilleur parti au monde. C'est eux qui proposent. Tu veux qu'on en parle du taux de chômage en Côte d'Ivoire? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle de la vie chère? Moi, je l'ai toujours dit. J'ai croisé une fille ici, dans ma ville où je vis. Une étudiante qui est venue faire Western Union 10 000 francs. Ça fait aux alentours de 16 euros, 17 euros plus les frais à sa copine qui est restée en Côte d'Ivoire. Alors ça va tellement bien là-bas que les gens sont obligés de demander à ceux qui vivent en France. À l'époque, je peux le dire à l'époque, hein, c'était les Congolais, les Maliens surtout, et les Sénégalais qu'on voyait dans les Western Union. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont pleins dans les Western Union. Tu crois que l'argent là, c'est pour envoyer où? Tu crois que c'est pour s'envoyer à eux-mêmes? Si ça va tellement bien au pays là, comment est-ce qu'on fait la queue ici pour envoyer l'argent aux gens au pays là-bas? Que le RHDP propose du travail aux gens. Ça veut rien dire, cher ami. Proposer du travail, ça veut rien dire. Encore, faut-il avoir du travail avant de proposer ça aux gens? Mais d'accord? Maintenant, je vais parler de l'annexe fiscale. Tout à l'heure, j'ai entendu des propos, il faut faire très attention. Parce qu'on ne peut pas dire dans la même phrase que 80% de la population ne travaille pas et dire en même temps que cette même population est taxée. Attends, 80% des gens qui ne travaillent pas, ils sont taxés comment? Moi, je vais dire quelque chose qui va te choquer. Moi, je suis pour la dette à outrance. Mais attention, pourvu que cette dette-là profite à la population. Voilà. Pourvu qu'elle profite à la population. Moi, je ne peux pas accepter que la France vienne nous donner des leçons, alors qu'elle-même, elle a 3 000 milliards d'euros de dettes, à plus de 120% de son PIB, et nous dit de rester dans un carnaval de entre 50 et 60% de notre PIB en matière de dettes. Non. Eux, ils ont fini de s'endetter à outrance, ils se sont développés, et maintenant, ils viennent nous donner des leçons. Non, il faut prendre la dette et s'occuper de la population. Moi, je suis pour
qu'aujourd'hui, le RHDP a mis quelque chose d'intéressant sur place, ils appellent les filets sociaux. Mais moi, j'ai dit, on va pas loin. On ne peut pas vivre avec 12 000 francs par mois. 12 000 francs, c'est ce que moi j'ai touché en tant que boursier quand je suis rentré en 6e. Et il paraît que le même montant là est encore là. Donc, il faut tripler, quadrupler les filets sociaux. Si on doit prendre de la dette pour le faire, il faut prendre la dette pour le faire, pour que la population puisse sortir à sa tête de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Il faut dire, j'ai dit à M. Manuel, que tu dis M. Laurent Gbagbo, ce n'est pas ma tasse de thé, je tiens à le préciser. Au temps de M. Laurent Gbagbo, on ne produisait pas du pétrole. On n'avait pas découvert assez d'or comme ça. Aujourd'hui, on a découvert tout ça là, mais la population continue toujours à s'appauvrir, à s'appauvrir, à s'appauvrir. Ce n'est pas normal. Il faut que la population se retrouve aussi dans ce que la richesse que le pays produit. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Il faut que la population profite aussi. On ne va pas rester dans une sorte de caste où il y a 20% de la population qui profite vis-à-vis des 80%. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, le RHDP que tu soutiens là, va leur dire qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils fassent le travail comme il faut et que les Ivoiriens, c'est vrai, peut-être que toi tu fais partie, tu fais partie du parti au pouvoir, donc tu as certains avantages parce que je te vois venir, je lis de ta pensée d'où je suis. Tu vas venir nous dire non, ça c'est votre narratif là. Ouais, est-ce qu'on doit distribuer l'argent aux gens tous les matins et qu'il y a du travail, les gens ne veulent pas travailler. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Donc cet argument-là, pardon, faut pas me le sortir ici. On ne peut pas donner du travail aux gens et puis les gens ne veulent pas travailler. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est que les jeunes du RHDP qui aiment travailler et que les jeunes des autres partis politiques, c'est des fainéants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Voilà. Bon, donc je m'arrête là, Insa, et tu as le bonjour de ton frère, que tu sais. Merci en tout cas, Casa Delvio, pour cette intervention qui ma foi a été très limpide et très cohérente. Un Casa Delvio, ils font partie de la maison PDCI. Je dis ils font partie de la maison PDCI parce que voilà. Juste break news avant notre prochain invité qui prendra la parole, mais on va voir Prosper qui va revenir certainement sur un petit point. Et puis par la suite, on passera à Michia. Voilà. États-Unis. La Côte d'Ivoire fait désormais partie des pays dont les ressortissants devront payer une caution pouvant atteindre jusqu'à 15 000 $ pour obtenir un visa en plus des frais habituels. Ce mardi 6 janvier 2026, l'administration Trump a ajouté 25 pays à la liste des pays dont les citoyens devront verser une caution pouvant atteindre 15 000 $ pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis. Au total, les ressortissants de 38 pays, principalement en Afrique, dont la Côte d'Ivoire, vont désormais voir leurs frais de visa américains augmenter considérablement dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire l'immigration légale et illégale. La liste des pays concernés a été mise à jour dans un communiqué officiel publié ce mardi sur le site web du département d'État des États-Unis. Concrètement, les Ivoiriens souhaitant obtenir un visa pour les USA seront concernés par cette mesure à partir du 21 janvier 2026. Tout citoyen ou ressortissant voyageant avec un passeport délivré par l'un de ces pays, qui est par ailleurs éligible à un visa B1, B2, doit verser une caution de 5 000, 10 000 ou 15 000 $, précise le document officiel américain. Le montant de la caution est déterminé au moment de l'entretien pour l'obtention du visa. En plus de cette caution, le demandeur algérien doit également soumettre le formulaire L352 du département de la sécurité intérieure. Merci. Monsieur Amicha, à vous la parole. Bon, ok, d'accord. Merci beaucoup. Salut, et bonne heureuse année parce qu'on ne s'est pas encore parlé depuis longtemps. Bon, Kaza, on se revoit encore. Ibra, René, tous ceux qui se sont vous salue. Bon, il y a tellement de choses qui ont été abordées. D'abord, Manuel Tcharanko t'a dit n'importe quoi en ce qui concerne des images ou bien des faits. Parce qu'un de ces factuels, c'est que tu as des preuves réelles pour nous montrer que quand ils ont déterré les statues, le monument en Côte d'Ivoire ou bien en Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo, on a découvert des choses dedans et tout cela. Vous n'arrivez pas à prouver parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Voilà, ce sont des histoires qui ont été créées dans vos grains et vous prenez pour empoisonner et tout le monde. Et ça ne passe pas. Bon, en ce qui concerne ce que le PDC propose, rien là, le grand frère Kaza répondant, je ne vais pas revenir dessus. Mais je vais faire une précision. Dans une élection, on peut avoir 100%. Voilà. Parce que, il n'est pas dit que c'est les 100% que le RHDP a eu là, c'est vraiment vérifié tout ça, mais dans une élection, on peut avoir 100%. Pourquoi? Parce que, le taux de participation, d'abord, on exclut tous ceux
qui sont décédés, qui n'ont pas voté, qui sont exclus, tous ceux qui n'ont pas pris part aux élections, pour voir le taux de participation. Dans le taux de participation, il y a ceux qui ont voté. Maintenant, ceux qui ont voté là, on soustrait ceux qui ont voté là au suffrage, au vote blanc et comment on appelle ça, les bulletins le vote annulé. Qu'on les soustrait, donc pour qu'on ait 100% d'abord, il faudrait qu'on ait d'abord un candidat unique d'abord, c'est possible. Et aussi ceux qui ont ayant pris part aux élections n'ont pas fait de bulletins nuls ou bulletins annulés, supprimés. C'est possible. Mais comme, non, si, ça fait moins. Mais, non, si, tu peux vérifier partout. La manière de comptabiliser là, c'est, les voix exprimées là, moins bulletins blancs et bulletins annulés. Maintenant, comment ça se fait qu'en Côte d'Ivoire, Abidjan, ou même là, ceux qui sont allés à le taux d'alphabétisation est élevé là, il y a beaucoup de bulletins nuls, bulletins annulés et tout ça, et que dans le nord de la Côte d'Ivoire, des gens, le taux d'alphabétisation est très bas, mais tout le monde arrive à voter à 100%. C'est la question on doit se poser à ce niveau-là. Sinon, le calcul, il est normal et on peut le vérifier partout. Maintenant, en ce qui concerne l'annonce fiscale, de toute façon, moi j'applaudis le gouvernement pour les efforts qu'il a effectués. Le gouvernement a quand même taxé les Ivoiriens même. Tant que la vie n'est pas devenue trop chère là, on va pas passer encore. Moi, en tout cas, je soutiens ce que le gouvernement fait. Toutes les décisions que le gouvernement fait, je soutiens à 100%. Voilà. Parce que il faut taxer les Ivoiriens pour comprendre vraiment la réalité du terrain. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un groupe de personnes sont assis à la tête de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de vivre la belle vie. Ils ne connaissent même pas les réalités du marché. Et malgré ça, ceux qui ne trouvent même pas à manger aujourd'hui là, applaudissent pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais si tout va bien là, est-ce qu'on a du mal à payer les impôts? Est-ce qu'on a du mal à payer les taxes? Est-ce qu'on a du mal à faire ceci et tout ça là? Ça va créer la richesse parce que l'État s'est endetté. Donc ce qu'il faut faire là, il faut tenir compte de tout ça là pour pouvoir payer la dette. Donc moi en tout cas, je soutiens le gouvernement à 100% et tout ça là. Et voilà, donc je vais pas être long sur ce sujet là. Et en ce qui concerne comme les visas aux États-Unis là, la réalité est que on n'a pas confiance en notre passeport. Tout le monde peut falsifier notre passeport. Aujourd'hui, Donald Trump dit que non, American First. American First, c'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui viennent encore aux États-Unis d'abord, les conditions soient réunies et que l'Amérique soit en sécurité. Parce que des personnes vont en Amérique, on ne connaît pas les identités. Si c'est facile d'acheter un passeport en Côte d'Ivoire, qu'est-ce pour que celui qui rentre un terreau ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, prendre un passeport et puis rentrer aux États-Unis pour faire du mal aux Américains. Voilà. La preuve en France ici, ils ont pris un gars et tout ça, et quand ils ont creusé là, il avait un passeport ivoirien, quand ils ont creusé, ils ont vu que ce dernier était gabonais. Ils ont vu que ce dernier était gabonais et que le passeport qu'il a eu, il l'a eu de façon frauduleuse. Donc, il y a des questions qu'on se pose. Les États-Unis prennent des mesures pour sécuriser leur pays. C'est à nous qui revient de prendre les décisions les sont importantes pour le bien-être des Ivoiriens, pour la sécurité nationale. Donc, pour moi, j'ai encouragé ça et que, voilà, chacun protège son pays. Si nos gouvernants ne sont pas capables de nous protéger, les autres, ils font des efforts pour se protéger. Donc, le gouvernement, augmentez tout en Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, je suis content. Augmenter tout. Apparemment, les frais de scolarité à l'université, là, augmentent encore. Donc, moi, j'applaudis ça. Allez-y, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment ça quand tout augmente parce qu'Abidjan est beau, il y a des ponts et tout ça. Nous, on est content quand on voit ça. Et pour faire ça, il faut avoir l'argent. Donc, vas-y et on soutient ça. Voilà. Ok. Il faut sortir aussi l'ironie. Ou bien. Ok. Mais ton affaire de 100% là, moi, je suis pas trop d'accord. Non, calculons. Non, attends, il y a on va doucement. Comment on calcule le taux de pourcentage en cas d'article dans une élection? Comment on calcule le taux de pourcentage? Exactement. Fais ton calcul. Le taux de pourcentage d'abord est pour voir d'abord combien de personnes ont pris part aux élections. Ok, vas-y. C'est vrai, je te dis, vas-y là. Dis-moi. Donc du coup, on fait comme vraiment les personnes inscrites sur la liste électorale. Oui. Et comment vraiment multiplié par les personnes qui ont voté réellement. Oui. Divisé par 100, on trouve le pourcentage. Ok. Bon, on reste là. Ok. Tu dis les personnes qui sont inscrites et les personnes qui ont voté réellement. Oui. D'accord.
Ok, on prend seulement les personnes, en fait, d'accord, qui sont... Attends, non, les personnes qui ont voté réellement, ce sont celles-là qu'on prend en compte. On part sur la base des personnes inscrites. La liste, là, la base, ce sont les personnes inscrites. Exactement. Ok. Donc, on prend maintenant, on déduit, d'accord, une partie des personnes votantes, là. On déduit le pourcentage des personnes qui ont voté, qui sont sur la liste inscrite. Exactement. Ok. La liste inscrite, là, elle a été, s'il te plaît, elle a été révisée quand? Non, mais, non, là, c'est le taux de pourcentage. Non, c'est non, on ne regarde pas ça. Le taux de pourcentage ne se calcule pas au niveau de la population, comme on dit là. Ceux qui sont sur la liste électorale, là, s'il y a, par exemple, il y a 1000 personnes sur une liste électorale, tu vois, le nombre de personnes sur la liste électorale, si c'est 1000 personnes, et qu'il y a 10 personnes, il y a 10 personnes là, sur les 10 personnes là, il y a 500 qui ont voté. On va multiplier avec le nombre qu'on votait pour diviser par 100 pour trouver le nombre réel, le taux de pourcentage. Ça peut être 19. Mais oui, donc on peut jamais atteindre 100%. Non, ça c'est le taux de pourcentage. Maintenant, non. Qu'est-ce que tu appelles le nombre de taux de pourcentage? Attends, doucement. En fait, tu n'as même pas besoin, tu te compliques. Et c'est quoi si tu étais brillant en mathématiques? Je dis je suis pas brillant en mathématiques, je suis littéraire. Moi-même, je ne suis pas brillant en mathématiques, mais pour moi, c'est logique. Tu prends une liste de personnes inscrites. D'accord? Et tu fais, d'accord, une opération avec les personnes qui ont voté. Les personnes qui ont voté, là, elles sont déduites de la liste inscrite. D'accord? Et tu le fais sur 100. Ça, c'est pour trouver le taux de participation. Ok, tu trouves le taux de participation. Quand tu trouves le taux de participation, attends, qu'est-ce que tu fais du taux de participation? Le taux de participation, c'est pour voir est-ce qu'il y a une mobilisation générale des personnes qui sont allées voter. Oui, mais le taux de participation, là, tu vas déterminer quoi dedans? Le taux de participation là va justifier quoi? Non, ça pour voir c'est une mobilisation, c'est tout. Ça va justifier quoi? Je comprends pas ce que tu as la question. Ok, le taux de participation là, les 100%. Est-ce que tu comprends? Oui. Les 100% que tu as dans le vote. C'est pas le... Hein? Le taux de participation va déterminer le nombre de votants. Exactement. Ok. Voilà. Donc c'est impossible d'avoir 100%. Non, mais c'est impossible. Non, c'est pas comme ça. Il t'explique quelque chose. Quand tu vas dans une élection, là, non, il y a quelque chose. Bon, si c'est pas, ok, d'accord, prenons un exemple. Est-ce que, si le taux de participation est 12%, là, prenons le taux de participation 12%, là, est-ce que ça veut dire que un candidat ne peut pas avoir 50%? Quoi ça? Si le taux de participation dans une élection est 12%, prenons le taux de participation, et qu'on va aux élections, est-ce qu'un candidat peut pas avoir 40%? Il peut avoir 40%. Il va avoir 40%. Attends, doucement, je vais t'expliquer. Il va avoir, c'était facile, parce que le taux de participation, c'est un pic. Mais il va avoir 40%, pourquoi? Par rapport au nombre de votants. Par rapport au nombre de votants? Attends, doucement. Il va avoir 40% par rapport au nombre de votants. Mais le nombre de votants est déduit de quoi? De quelle liste? Le nombre de votants, c'est la population électorale. Attends, le nombre de votants est déduit de quelle liste? Réponds-moi. Le nombre de votants est déduit de la liste électorale. Ok. Donc, le nombre d'inscrits, là. Oui. D'accord? Il y a la liste d'inscrits. Oui. Et il y a les votants. Oui. D'accord? Donc, il est impossible, parce que c'est ceux qui sont inscrits sur la liste, là, normalement, là, ils sont censés aussi voter. Oui ou non? Ils sont censés voter. Mais... Attends, ils sont censés voter, non? Oui. Ils sont censés voter. Exactement. Voilà, ce sont ces inscrits-là qui font normalement les 100%. Ce ne sont pas les votants qui font les 100%. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça passe. Ah, c'est là que tu te trompes. Non. Attends, c'est là que tu te trompes. Je vais te dire pourquoi. Attends, je vais te dire pourquoi. Pourquoi tu te trompes? C'est pour cela il faut une révision de la liste électorale. Non, ça c'est pas comme ça. Mais si, Amicha, mais si. Non, tu ne peux pas me dire, attends, tu ne peux pas me dire que il y a au... Prends stylo rapidement. On va faire calcul rapide devant tout le monde. Prends stylo. Non, je prends pas un stylo, vas-y. Ok, d'accord. 1000 personnes inscrites sur la liste électorale. Oui. Et dans les 1000 personnes là, il y a 500 personnes qui votent. Oui. Le taux de participation est de 50%. Oui. Le taux de participation est de 50%. Maintenant, ceux qui ont voté là, il y a deux candidats. Il y a Amici et puis il y a Stéphie. Stéphie a 200 voix. Et moi, il y a 300 voix. Stéphie a 200 voix et moi, il y a 300 voix. C'est impossible que tu puisses avoir 100% déjà.
C'est impossible. Non, on va aller sur cette base et puis on le 100% maintenant. On va aller sur la base là. Oui. Ça fait combien de pourcents? Oui. Vas-y, c'est intéressant ton exemple. Moi, je veux connaître ton calcul. Comment tu calcules les choses? Non, vas-y. Il y a 1000 personnes qui vont à une élection, 1000 personnes inscrites sur une élection électorale. Il y a 500 personnes qui votent et tout ça. Et les 500 personnes qui votent là, Steffi a comme vraiment à 300%, à 200% sur ceux qui votent, et puis moi, il y a 300% parce que moi, c'est moi qui dois gagner les élections. Donc, ça fait combien de pourcentage? Pour Steffi et pour moi. Steffi à 60%, à 40%. C'est ça. Steffi à 60% et l'autre à 40% selon ce que tu fais. Ok, d'accord. Maintenant, dans une localité. Laissez-le aller au bout. Dans une localité, il y a 1000 personnes inscrites et il y a 500 votants. Il y a 50% de taux de participation. Maintenant, je suis le candidat unique. Et tous les candidats, les 500 personnes qu'on pose aux élections là, ont voté pour moi. Il y a combien de pourcentage? Combien de pourcentage de l'élection? Non, en fait, là, tu veux dire que tu as 100%, c'est ça? Attends. Ok, attends. Parce que ce que tu fais, c'est très dangereux. Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, tu détermines en fait le pourcentage du vote, d'accord, par rapport au nombre de votants. C'est comme ça. D'accord? Or, normalement, en fait, ce que tu fais, tu ne peux pas déterminer ton... Moi, je sais pas dans le calcul, là, tu ne peux pas déterminer ton pourcentage par rapport au nombre de votants, c'est-à-dire au nombre de suffrages exprimés. Parce que il y a une liste. Et cette liste-là, en fait, c'est pour cela que je dis il y a un danger, en fait, d'accord? Il y a un danger, même sur la révision de la liste électorale. Parce que si on part à partir de ton exemple, la RLE ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Non, attends. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que on n'est pas obligé de réviser la liste. On part, d'accord? On part simplement, et puis peut-être on va juste ajouter des gens. Sur la liste, on va peut-être ajouter des personnes. Non, on va ajouter des personnes. Mais en fait, ça ne sert à rien même de rayer même les personnes même décédées, ou même les gens qui votent blanc et autres. Ça sert à rien. Parce que tu bases le vote que sur les personnes qui sont venues voter. Dans toute élection, c'est comme ça. Dans toute élection. Pourquoi la RLE n'est pas importante? La RLE est importante parce que la RLE joue sur le taux de participation aux élections. Non, moi, c'est faux. Il y a un truc qui cloche. Non. Parce que, il y a un truc qui cloche. Déjà, même en plus. Il y a un truc qui cloche. Et en plus, il y a un autre élément qui est très important. Les votes blancs. On ne sait pas s'ils ont existé, les votes blancs. Comment on dit, il y a forcément des gens qui ont voté pour un candidat. En fait, ton exemple-là, il est trop soviétique. Non, ok, d'accord. Maintenant, on pose l'élection. 1000 personnes inscrites sur la liste électorale. Moi, il veut voir comment est-ce que vous calculez, et puis on va prendre un exemple palpable. Et puis on va voir. 1000 personnes vont à une élection. Et dans les 1000 personnes là, il y a 500 personnes qui votent. On a 50% de taux de participation. Dans les 500 personnes là, il y a 250 personnes qui votent pour moi, et il y a comme vraiment, il y a 150 personnes qui votent pour... Mais quand tu dis, en fait, toi, tu pars de, comment on dit, tu prends l'échantillonnage. Il y a 200 personnes qui votent pour moi, il y a 300 personnes. Mais qui sait qu'il y a 200 personnes, il y a 300 personnes? Parce que, en fait, vous êtes en train de nous dire, dans une zone, par exemple, personne ne vote blanc, personne ne vote même une seule fois pour un adversaire, même l'adversaire vote même pour la personne qui est en face. Parce que, à partir du moment même où vous dites que la personne a 100%, c'est-à-dire même que l'adversaire, là, il vote même pas pour lui, il vote pour la personne en face. Vous ne prenez pas les gens pour des idiots. Okay. C'est pour ça que je dis votre théorie du chiffre, là, ce que vous faites dans cette démonstration-là, ça n'a même pas de sens. On va prendre un exemple très simple. Sur l'élection de 2010, d'abord, on va prendre les calculs de l'élection de 2006. D'abord. Moi, il veut qu'on comprenne d'abord la méthode de calcul d'abord, avant de pouvoir discuter. J'ai dit que, pour qu'il y ait 100% là, c'est qu'il y ait un candidat unique d'abord. Ça, c'est d'abord. Il faudrait pas qu'il y ait de bulletins nuls et de bulletins blancs. Et pour moi, c'est pas probable au nord, parce que Abidjan, où le taux d'alphabétisation est élevé là, on a des personnes, qui votent bulletin nul et bulletin temps. Alors qu'au nord, là, c'est pas possible. Mais c'est possible d'avoir 100% dans une élection, à condition que il est candidat unique et que personne il n'y ait pas de bulletin blanc ni bulletin supprimé. À condition que ça soit comme ça. Donc, par exemple, à Moundiali, où Mariette Toukone était la seule candidate, était candidate unique, tout le monde a voté, donc elle a eu 100%. Si tout le monde a voté pour elle, elle a eu 100%, théoriquement c'est possible. Merci beaucoup. Théoriquement, c'est possible. Mais maintenant, est-ce que ce qui s'est passé à Moundiali là, est-ce que c'est sincère? C'est la question qu'on doit se poser.
Bah, à partir du moment où vous justifiez, en fait, cela, donc c'est ça. Non, ça, théoriquement, dans le calcul théorique, là, c'est possible. Dans les calculs théoriques, là, c'est possible. Tout le monde peut. C'est pourquoi on a cette discussion. Il dit que, moi, il dit pas, quand il dit que c'est possible, il dit pas forcément que ce qui s'est passé à Boundiali et consort là, c'est vrai. Mais théoriquement, on peut, si moi, j'ai mis quelqu'un au défi. De même me dire que le mot de calcul que moi j'ai donné là, c'est faux. Et puis on va prendre l'exemple palpable. Parce que si on se base sur ce que vous dites là, si le taux de participation est de 12% là, on peut pas avoir, un candidat ne peut pas avoir, non, mais si le critère de calcul se fait en fait sur l'échantillonnage du nombre de votants, tu as raison. C'est comme ça, c'est comme ça. Si en fait, c'est-à-dire que la liste en fait des inscrits en fait d'accord est prise seulement pour le taux de participation et d'accord et tout qu'on appelle comment on dit le nombre de votants en fait d'accord, le taux est pris sur le nombre de votants, tu as raison. Mais pour moi c'est quelque chose qui je trouve ça vicieux. Dans toutes les élections dans le monde, c'est comme ça. Moi, je trouve ça vicieux parce que franchement, j'ai du mal, ça ne passe pas. Mais si tu le dis, si ça se base sur le nombre de votants, tu as raison. Donc, les 100% sont expliqués. Merci, Amisha. Et Manuel, tu n'es pas un sorcier. Comme d'autres prétendaient. Apparemment, vous avez raison sur les 100%. Amisha est venu expliquer sur le nombre de votants. Donc, Madame Mariette, tout connaît, a eu ses 100%. Ces 100% sont justifiés à Boundiali. Elle était candidate unique. Et tout le monde a voté à Boundiali pour elle. Donc voilà. On va passer à une autre personne. Il y a quelqu'un qui a monté juste après. Je crois que c'est local. Oui. C'était bonsoir à tout le monde. Ah, c'était pour Tia Salé. Oui, c'était pour Tia Salé pour leur dire que c'est faux. Bon, voilà. Alors Tia Salé, c'est quoi en fait le slogan de Tia Salé? C'est blanc, ça va devenir rouge, ou bien c'est Amagné? C'est Amagné même est sorti 3 jours, 4 jours avant les élections. Sinon, bien avant ça, c'était pas de taux de discours. Nous sommes dans les actes. C'était les deux. Ah, taux de discours, nous sommes dans les actes. Voilà. Alors qu'on parlait de députation. Et puis 2-3 jours avant le vote, c'est Amagné qui est sorti. Voilà, Amagné n'a pas pitié parce que c'est lui-même qui a pris le micro et lors d'un petit discours là, et puis il a fait sortir ça. Donc. Qui a sorti ça? Alpha Sanogo. Ah, c'est Alpha Sanogo qui a dit Amagné, il n'y a pas pitié dedans. Voilà. C'est lui qui a... Donc, par la suite, il a remporté, il a gagné, alors. Oh, bon, oui, hein. Bon, là, on peut pas trop parler, mais... La voix me dit quelque chose. Au revoir. La voix me dit quelque chose. C'est ça, c'est elle. Ok, bon, j'ai compris. Ok. Bon, ok, j'ai compris. Mais en tout cas, c'était trop de blabla, passons aux actes. Voilà, et puis, comme tu sais... Et puis, après, à Magné... Ouais, pas petit, comme il y a un qui disait, je sais pas l'autre là qui disait que blanc va devenir rouge. En quoi Yopougon, en quoi Pète Cocody est plus important que Pète, comme on appelle ça, Tia Salé. Faut savoir que c'est les acteurs qui différencient. Voilà. À Cocody, bien vrai que c'est une grosse commune, mais si tu mets tout là-bas, ça n'aura pas de poids plus qu'une personne qui est à Tia Salé, qui est beaucoup bavarde. Voilà. Donc c'est pas en termes de population, c'est plutôt en termes de qui gêne le pouvoir. Donc, faudrait pas qu'on se canalise que sur le nombre de la population et puis les partis politiques. Voilà, merci. Ok, merci en tout cas, merci pour la rectification de cette information. Alors, Ibra, colonel, Ibra, bonjour, tu es monté. Et déjà, bon, j'ai suivi ton anniversaire, hein, joyeux anniversaire en retard. Et puis, tu as monté. Qu'est-ce que tu souhaitais dire? Parce qu'il y a eu tellement d'interventions aussi variées les unes des autres. On a eu Kaza, on a eu Amisha qui est venu faire son statisticien. On a eu Monsieur Stéphie, Monsieur Prosper. Vous avez pris la parole ou pas? Monsieur Prosper. Non, c'est pas grave, je peux patienter. Je vous ai zappé. Désolé. Après Ibra, colonel, vous prenez la parole. Donc Ibra. Qu'est-ce que tu souhaites dire? Annexe 2026, ou qu'est-ce que tu souhaites nous dire rapidement? Comme le suivi, il est venu avant moi. Si c'est pas sûr, il peut prendre avant moi. Hein. Non, vas-y, il te laisse la parole, prends la parole. Lui, il avait déjà intervenu. Il va enchérir après tout ce que vous allez dire. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour à tous. Hein. Bonne année. Et je vois Amisha qui était dans les calculs. C'est chaud. Mais seulement qu'avec le RHDP, il n'y a pas de logique. Voilà.
Et moi, je souhaite avoir 1 milliard demain. C'est possible, non? Forcément, il y a d'autres, quelqu'un qui va avoir 1 milliard. Mais est-ce que ma position actuelle, je peux avoir 1 milliard d'euros demain? C'est possible, hein? Mais je peux pas avoir. Mais il y a d'autres qui peuvent avoir demain. C'est ça, le 100%, etc. du RHDP. Ou le président de la CEI, ou bien celui qui donne, un membre de la CEI qui vient donner les résultats, et puis il dit non, je me suis trompé des chiffres, et puis il se rattrape pour demain. Bon, est-ce que ça, normalement, on ne doit pas se prendre la tête pour ça? Et voilà, ce que je souhaiterais, c'est où je vais intervenir. J'ai vu un frère du RDR, du nom de Manuel, qui parlait de fétiche. Moi, en tant qu'un ancien militant du RDR, est-ce que vous m'entendez ça? Hein? Voilà. On nous dit, j'apprends que à la présence là, il y avait un fétiche qui était là-bas et que le président Laurent Gbagbo et les membres du gouvernement adoraient ces fétiches là-bas. Bon, ça j'ai déjà, c'est pas maintenant, hein. Quand on était au RHDP, au RDR, dans les grains, tu vois, on nous disait ça. Alors on n'a jamais vu les images là, quoi. On nous disait que Gbagbo, si tu vois que Gbagbo, les gens aiment Gbagbo là. Akamoro Soudo, Akamoro Kelema Soudo, ça veut dire qu'il a enterré, bon voilà, comme on est sur TikTok, il a enterré les gens vivants dans les ronds-points là. Donc il faut détruire tout, les monuments là, Yopougon, Sipores, les machines viennent, ça détruit. Il faut nous voir maintenant. À ce temps, nous sommes les enfants de l'enfer. On n'a rien vu. Les Djahanamabougou, ça veut dire qu'enfants de l'enfer. On est en train de propager les mensonges dans les grains. Mais Kaye, Kamoro Soudo, Kabebedenu Soudo, Babo Mousso Amaï. Ah, regardez. Il faut qu'on va détruire tout ça. Faut nous voir. Eh, mamma mia. Donc, en 2026, là encore, ça continue. C'est grave. Avec notre chaîne à l'époque, TCI, dans la République des hôtels du Golfe, on n'a pas vu fétiche là-bas. France 24, on n'a rien vu. En tout cas, on a vu les monuments là, hein, détruits. Hein. On a vu les machines détruire les monuments là. Hein. Peut-être que l'image là est vraiment vraie. Mais moi, je n'ai pas vu. Mais je ne peux pas dire devant, ici là, en ce moment, il y a 600 ou bien 400, non? Ouais, il y a 400 et quelques personnes connectées sur ces lives-là. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais dit que le président Gbagbo, son pouvoir, ils ont adoré les fétiches à la présidence ou bien ils ont enterré les bébés vivants dans les monuments là. Je ne peux pas dire que je n'ai pas dit ça. Wallahi, au nom de Dieu, j'ai dit. Mais je n'ai pas vu, hein. Il faut l'avouer. Je répète, je n'ai pas vu. Mais j'ai dit. Ce que je n'ai pas vu là, j'ai dit. Donc, faut que ça soit clair. Et après là, on voit que c'est doï dans doï. C'est ici. J'ai vu un vigile au FINAC. Et Alassane Ouattara, il est puissant. Hein? Même sa photo, c'est sa photo qui est sur le billet de 10 000. Hey, Mayo, on n'a pas vu ça. J'ai dit, tu es en France, hein? Tu n'es plus au grain à Bobo. Tu n'es plus dans les trucs. Tu es en France. Malgré ça encore, c'était en 2020. 2020 là encore là. Tu es dans ça et puis tu es en France. Vraiment, il faut te repentir. Tu vas rentrer à l'enfer un jour. Toi, tu as vu bien là. Ou bien nous entendons, peut-être moi, il n'est pas vu. Hein. Peut-être il y a un autre billet. Nous entendons, tu as mangé CFA où il y a une photo d'Alassane Ouattara dedans. Vous qui êtes ici là, vous pouvez témoigner. Hein. En tout cas, nous, on nous a fait une propagande d'un billet. Voilà, on nous montrait, mais on n'a pas vu billet 10 000 manger. Donc c'est dans ça, toujours, les militants, voici les militants RDR. C'est dans ça on est. On pose question, on dit le PDCI. Les militants de PDCI, ici, je ne suis pas là pour défendre le PDCI, mais ce qui est fait là, ce qui est devant tout le monde là. On dit le PDCI en 2025 là, le PDCI n'a pas proposé quelque chose aux Ivoiriens.
Bon, j'ai vu, il y a un frère du PDCI qui a répondu, bon, moi, la réponse ne m'a pas satisfait parce que tu as donné raison au RHDP. Parce que moi, là, pour que je propose quelque chose, là, je viens m'arrêter devant le peuple, devant les Ivoiriens, là. Et puis je dis, bon, 2025, là, je suis candidat, si je deviens président, voilà ce que je vous propose. Mais est-ce que le PDCI était candidat? Il faut poser la question au RHDP, là. Est-ce que le PDCI était candidat? Et puis on vient nous dire 2025 là, le PDCI n'a pas proposé. Mais tu n'es pas candidat, tu vas proposer quoi? Bon voilà, c'est dans ça on est toujours. Donc il faut faire attention aux mots. Hein, les RHDP, les choses ne sont pas cachées. On t'a demandé, c'est si... Manuel, tu peux nous dire, hein, peut-être moi il n'est pas vu. Faudrait pas que je vais chuter, faudrait pas que je vais penser que je suis quitté dans le parti de l'enfer. Je me crois à la porte des paradis, alors que il y a ces images-là, et puis après, bon, il peut venir dire, bon, pardonnez, comme je n'avais pas vu. Mais Manuel, tu peux nous donner la source, tout de suite, là, on va taper, et puis on va le voir. C'est quoi? TCI, je vais te rappeler, il y avait TCI. Donc, tu peux nous dire, dans telle année, tel mois, non, ben, dans tel mois, telle date, c'est passé sur TCI, on va taper tout de suite, là, et puis on va voir. Mais, on veut la source. Les monuments. Ok. Il a été beaucoup cité par l'opposition là. Non, faut laisser ça, tu vas pas venir faire ton deuil ici là. Ici là, c'est bien. Alors, c'est pas une opposition. Bon, il a posé une question. Manuel, tu répondras juste après Prosper, okay. Parce qu'il a fermé son micro assez longtemps. Prosper rapidement, et ensuite on reviendra à Manuel et je ferai un dernier tour de table parce qu'on est resté quand même très longtemps. Et je tenais à vous remercier, vous tous, qui avez participé à ce débat, hein, en allant de l'année fiscale sur d'autres volets avec le PDCI, RDA et plein d'autres choses. Mais déjà, merci à tout le monde. On a eu aussi Amicia qui est venu nous expliquer les 100% qu'on pouvait justifier, René Caillé et Steph, Monsieur Taki, Monsieur Traoré, Manuel qui s'est prêté au jeu. Ouais, mais je veux pas le document de la CEI là même. Non, c'est l'Européen. Ça n'a rien à voir avec ce cas. Ok. Alors, Prosper, s'il te plaît, Prosper. Tu es là, Prosper? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu souhaites dire, Prosper, en quelques mots par rapport à tout ce que tu as entendu? Parce que toi, tu as insisté sur le manque de lucidité que tu reprochais aux Ivoiriens. Donc, après avoir écouté tout cela, qu'est-ce que tu souhaites, Prosper? Oui, donc je dois commencer par un point très important. Quand on voit la prise de position du gouvernement américain, ben pour moi, ça relève d'une lucidité. Pourquoi? Parce que dans ces États-là qui sont structurés, il y a ce qu'on appelle la collecte des données. Donc, quand vous arrivez sur le territoire, vous êtes enregistré. À partir de ce point, vous avez un identifiant qui permet de voir votre comportement. Lorsque vous faites une demande de visa et que vous êtes censé retourner chez vous, que vous prenez l'habitude de faire ce qu'on appelle caler, mais sachez que ces données-là sont enregistrées. Donc, on est capable d'évaluer le taux, un pourcentage de personnes qui se sont prêtées à ce comportement déviant. De ce fait, votre État est forcément stigmatisé de manière négative. Et c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire se voit imposer ce genre de choses. Donc, il faut éduquer la population. C'est pour ça que je parle toujours de lucidité, de compréhension des processus élémentaires. Tu vois. Donc, tant qu'on n'a pas compris comment fonctionnent ces États, on va se retrouver dans ces positions. Et c'est la faute des citoyens qui, eux, vont et se prêtent à ces comportements déviants. Ça, c'est le point. Pour revenir maintenant à l'annexe fiscale, parce que vous m'avez donné le temps de parcourir beaucoup de documents là-dessus pour comprendre. En fait, cette annexe fiscale peut choquer beaucoup de personnes, mais normalement, pour un État qui veut se développer, on se dote d'outils. Et c'en est un. C'est un outil qui permettra de pouvoir aller collecter des fonds. Vous savez que l'environnement géopolitique est quand même déstabilisé face à la crise, à l'inflation et à cette imposition quand on voit ce combat de coq entre ces États qui font que, on sait qu'il y a une crise. Donc, si la Côte d'Ivoire veut continuer à entreprendre des actions pour son développement tant social qu'économique, il faut se doter d'outils. Ouais. Et ça, cette annexe fiscale vient pour renforcer les caisses de l'État. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde si on se dit oui, il faut que nos dirigeants communiquent un peu plus de manière pointueuse sur la répartition de ces fonds-là. À quoi ça va servir? On a quand même, on peut, si vous parcourez, parce que je suis parti plusieurs fois sur le site de la présidence, on peut voir comment c'est réparti de manière générale, mais on pourrait avoir des acteurs qui nous donneraient un peu plus de détails. Sinon, pour moi, c'est quelque chose qui démontre que la Côte d'Ivoire
à une approche lucide. Vous voyez, ce n'est pas dans le but de compliquer la tâche aux différents acteurs, mais c'est se doter d'un outil qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir cette stabilité économique. Maintenant, les acteurs, je répète, s'ils comprennent pas qu'il faut s'organiser, ça, il faut que des intervenants qui se disent être politiques ayant de la matière, il faut maintenant arriver. C'est pour ça, là, moi, je viens interpeller la diaspora. On a besoin d'acteurs pour descendre et faire la copie des modèles existants qui ont fonctionné en les adaptant à notre réalité locale. Vous voyez, c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir bénéficier pleinement de tous ces outils qui sont proposés par le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est pas seulement lui de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des habitants. Il faut que des habitants aussi prêts aient cette volonté de s'y engager. Et je trouve aussi, c'est pour ça que je trouve malhonnête l'approche de l'opposition, parce que l'opposition, pour moi, manque de lucidité ou encore sont dans une spéculation mensongère, parce qu'ils ne vont pas plus profond que la spéculation que nous entendons sur les réseaux sociaux, qui, pour moi, relève d'une aberration intellectuelle. C'est tout juste ce que j'avais à dire. Alors, merci Prosper. Bon, écoutez les amis, normalement, je voulais qu'on aborde le volet géopolitique. Voilà, on va le faire une prochaine fois, mais je vais vous laisser sur ça. D'accord, j'ai envie. On va écouter le ministre Sana, d'accord? Sana, le ministre Sana nous a apporté cette information concernant la Côte d'Ivoire. En 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer sûrement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que, après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera. Alors, je vois des commentaires, je vois les gens disent n'importe quoi. Bon, je ne ferai pas un spécial Burkina, tentative de coup d'État et tout. La Côte d'Ivoire, encore citée, décidément. Qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? 70 millions de francs CFA, j'ai vu le témoignage de monsieur El Hadj, quelque chose là ce matin. Mais pourquoi tout le temps la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la Guinée? Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Libéria? Pourquoi pas le Ghana? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Burkina Faso toujours indexe la Côte d'Ivoire? Alors, Manuel Traoré, pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi toujours la Côte d'Ivoire? C'est bizarre, pourquoi? Ah, parce que c'est l'unité de mesure actuellement. Donc voilà. C'est quoi? C'est simple que ça pour le.
C'est l'unité de mesure pour le Dans quel sens c'est l'unité de mesure? Mais solliciter encore, pour avoir la solidarité derrière eux, ils accusent toujours la Côte d'Ivoire. Surtout le président. La solidarité de qui? De la population, mais l'AES derrière eux. Non, mais voilà. Pourquoi toujours la Côte d'Ivoire et on ne cite pas d'autres pays? C'est ça qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est l'un des pays où ben, le président Alassane Ouattara, comment on appelle, qui est cité dans tous les mauvaises choses pour eux, c'est lui qui est le problème de l'Afrique. Voilà, bon, pour avoir la population derrière eux, pour les soutenir. Donc, en fait, je suis en train de demander, est-ce que tu es en train de me dire que M. Ouattara est l'homme le plus détesté de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Non, selon eux, pour l'AES, dans l'AES précisément, dans l'AES, il faut que je précise aussi, hein, dans l'AES, parce que leur politique de dénigrement, c'est basé sur la Côte d'Ivoire. On comprendrait dans l'histoire pourquoi la Côte d'Ivoire va aller faire un coup d'État comme on appelle au Burkina Faso. Pourquoi toujours là? Alors, pourquoi? Et moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. On remarque que la sortie d'Ibrahim Traoré, c'est quand il y a une situation où le Burkina est cité quelque part dans de faux trucs, c'est là qu'il accuse la Côte d'Ivoire. Le Burkina a été cité où? Le moment où ils ont arrêté 17 soldats burkinabés au Ghana, un coup on sort, on nous dit qu'il y a un coup d'État qui était préparé les 17 soldats sont allés faire quoi au Ghana? Justement, on ne sait pas. Ah, justement. Ils ont fait un coup d'État? Je ne sais pas, on ne sait pas. À chaque moment, il faut remarquer, à chaque sortie d'Ibrahim Traoré, quand ils sont pour accuser la Côte d'Ivoire, soit il y a quelque chose où le Burkina est cité dans de faux trucs, c'est là il sort pour accuser la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas une première fois. Mais moi, je comprends pas. Pourquoi le Burkina Faso, pourquoi les Burkinabés en veulent tant à la Côte d'Ivoire? C'est à cause de Ouattara, tout simplement? Non, parce que peut-être la politique de Ouattara ne les plaît pas. Puisque Ouattara fait quoi comme politique? Justement, il parle de l'impérialisme. Les pays qui citent d'être les pays impérialistes sont qui? C'est la France, on va dire en quelque sorte. Oui. Alors que le président Alassane Ouattara traite avec la France. Donc, dans ce sens-là, pour eux, donc ils se disent que, voilà, donc c'est leur combat, d'après eux. Ah, ça, c'est bon, après, chaque pays gère son pays comme il le sent. Bon, mais nous, on dit... Mais toi, Manuel, donc tu reconnais que M. Ouattara, c'est l'homme de la France? Non, pas l'homme de la France. Ouattara, il traite avec tout le monde. Ouattara traite avec tout le monde. Voilà, justement, la Côte d'Ivoire est ouverte à tout le monde. Il est un rapport particulier avec la France? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah ouais. C'est pas une question de Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire qui a une relation particulière avec la France. Ça, c'est pas que Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire en elle-même qui est comme ça. D'accord. Ouais, mais toi, tu préfères que la Côte d'Ivoire soit dans cette continuité-là, de cette relation, de cette façon de faire avec la France, ou tu souhaites que la Côte d'Ivoire vraiment prenne son envol? Oui, mais quand tu dis, mais c'est pas une question de la Côte d'Ivoire traite avec souveraineté, avec comment on appelle, souveraine avec la France. Voilà, c'est une manière souveraine qu'on traite avec la France. C'est pas une question de dominant-dominé. Non, ça n'a rien à voir. C'est une manière souveraine, on traite avec la France. Comme je l'ai dit avec tout pays. Donc tu considères que la relation entre la Côte d'Ivoire et la France est une relation d'égal à égal? D'égal à égal, bien sûr. D'accord. Voilà, et c'est depuis quand? C'est depuis quelle époque c'est d'égal à égal? Ou ça a toujours été d'égal à égal? Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà, depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, on voit qu'aujourd'hui, la France n'arrive pas à imposer. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Là, attends, tu viens de me sortir un scoop. Non, tu viens de me sortir un scoop. Tu dis que c'est depuis que M. Ouattara est là que ça a changé. Donc, il faut Boigny était soumis à la France. Boigny, bon, on va pas dire bon, il n'est pas dit comme ça. Hein. Bon, après, il faut Boigny à l'époque, on venait d'une colonisation, donc c'était pas facile pour Boigny de pratiquer sa politique
Exactement, bon, voilà, ça c'est historique. Voilà, donc il faut dire les choses comme ils sont, tranquillement, quoi. Pas dans le Bédier temps où était tu soumis à la penses. France. Bédier. Voilà, donc voilà. Bédier. Bédier, Bédier, bon, bon, Bédier, on va dire Bédier, bon, on peut, on peut critiquer aussi, hein, bon. Bon, Bédier, il n'en sait pas trop sur ça, franchement dit. Non, je demande s'il était Mais il soumis fait, à la France. comment? Il était soumis à la France aussi. Bédier? Oui. Bon, Bédier, l'histoire de Bédier, franchement, il ne peut pas trop me prendre par rapport à la France, il ne peut pas trop me prononcer sur ça, franchement. Guy Robert. Guy Robert, Guy, il avait que 9 mois à la tête de la Côte d'Ivoire. Si on regarde un peu, non, il arrive sur Guy Robert. On a vu une vidéo de Mamadou Koulibaly où il disait que, comment on appelle, la France disait de l'enlever dans comment on appelle, dans le gouvernement. Bon, si on regarde la réponse de Guy Robert, on va dire, en quelque sorte, il n'était pas aussi d'accord avec la politique française. Ça, c'est clair. Babo, bon, on a vu, hein. ça, ce sont des faits. C'est pas nous qui lui-même l'a dit. Il a pris 2 milliards de nos francs CFA à les donner à Jacques Chirac. Pour quelle raison? Bon, d'être dans les grâces de la France. Donc, ça, ce sont des faits. Donc, voilà. Il a presque donné tous nos biens à la France. Donc, il faut le dire clairement. Depuis, et on a vu une vidéo circulant même en train de se faire grogner par le ministre. Il pense que c'était le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, après il se fait grogner par ce monsieur-là. Donc, ça, ce sont des choses, ce sont des réalités. On peut pas venir nous dire que Laurent Gbagbo, il n'était pas soumis à la France. On peut pas venir nous dire clairement. Les rapports étaient bien devant nous que Laurent Gbagbo, franchement, il ne pouvait rien dire, il ne pouvait rien décider face à la France. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Donc, en fait, Gbagbo, en fait, il a donné l'argent à la Côte d'Ivoire. Et l'argent à la France. Il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller donner à Laurent. L'argent de la Côte d'Ivoire à la France. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Ok. Bah oui. Okay. Mais pourquoi, en fait, c'était combien? On a dit 2 milliards, ils disent 2 milliards, non? 2 milliards de francs. Pourquoi vous n'avez pas demandé, pourquoi vous n'avez pas demandé à ce qu'il rembourse cet argent? Ça pourrait aider les Ivoiriens. Ok, on pourrait dire quoi? C'est Laurent Gbagbo qui est le chef de l'État. Oui, mais c'est pas parce qu'il est le chef de l'État qu'il peut prendre l'argent comme ça et qu'il donne à la France. Si lui-même il a affirmé, pourquoi on l'a pas poursuivi pour cela? Comment? Si lui, il a pris l'argent comme ça des Ivoiriens pour donner à Chirac là, pourquoi on l'a pas poursuivi? Pourquoi il n'y a pas eu de procès sur ça? Bah oui, dans le but, c'est l'argent des Ivoiriens, c'est l'argent du contribuable. Pour savoir normalement, pourquoi Oui. Si elle était dans un pays aussi sérieux à ce temps-là, bon voilà, normalement on devrait répondre de ses actes, ça c'est clairement, ça c'est voilà. Mais après, on était dans un gouvernement où voilà, bon après il y avait la rébellion, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de justice en tant que telle. Donc voilà. Ah d'accord. Mais pourquoi vous avez donné l'argent pour acheter des armes au Burkina? Qui allait oser même sortir pour dire que Laurent Gbagbo, on va t'interpeller à la justice? Qui? Personne? Non, après 2011, on peut le juger pour ça. Mais je demande pourquoi vous avez pris l'argent pour donner au Burkina pour acheter des armes? Qui a pris l'argent pour donner au Burkina pour acheter des armes? Oui. Vous n'avez pas donné l'argent au Burkina pour acheter des armes? Ou vous n'avez pas acheté des armes pour les Burkinabés? Oui, on a donné l'argent. C'est pas même pas mettre dans le cours, vous ne mettre dans le même contexte, pas comparer Moussa, aussi. Comment ça? Est-ce que vous avez consulté le peuple pour savoir? Non, on n'a pas consulté le peuple. Mais c'est l'argent de qui vous avez pris pour acheter les armes? Mais là, ça, c'est pas même chose. Je ne peux pas faire la comparaison comme ça. Non, mais je veux savoir, l'argent que vous avez pris pour acheter les armes, là, c'est l'argent de qui? Non, c'est l'argent du contribuable ivoirien. On n'a pas dit non. Mais est-ce que vous avez demandé aux Ivoiriens avant de payer les armes pour le Burkina? On n'a pas demandé aux Ivoiriens. Ah donc est-ce que ce que vous avez fait là, c'est normal? Ouais, c'est normal dans le sens, c'est normal, oui. Un pays frère de la sous-région, oui. Non, oui, mais il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays qui sont en guerre, pourquoi c'est seulement le Burkina que vous avez acheté? Et le Mali? Justement. Tu me permets? Non, le Mali, déjà, on a envoyé des soldats. Quel est ce lien particulier avec le Burkina, hein? On a envoyé des soldats au Mali pour aller les aider une fois, donc plusieurs fois même. Oui, envoyer des soldats sous le couvert de l'ONU.
C'est différent que acheter des armes. L'argent sort de la poche, de la caisse de l'État pour acheter des armes pour le Burkina. Pourquoi tu achètes pour le Burkina, tu n'achètes pas pour le Mali? Non, mais ça, pourquoi tu n'achètes pas pour le Niger? Ça, moi, il ne peut pas te donner une réponse. Il ne peut pas te donner une réponse sur ça. C'est la décision. Tu vois qu'il y a un lien. Il y a un lien enfin chéri, enfin chouchou, entre le Burkina. Pourquoi Ouattara aime beaucoup le Burkina comme ça? Hein? Tu fais la comparaison, parce que tu fais la comparaison entre l'action de Laurent Gbagbo à cette action, n'est-ce pas? Non, oui, par rapport à l'argent du contribuable, en fait. Non, mais justement, l'argent du contribuable, tu peux pas avoir l'argent du contribuable ivoirien pour aller donner un chef d'État, soi-disant, pour bénéficier de ses grâces. D'accord, mais est-ce que c'est normal de prendre l'argent du contribuable ivoirien? Attends. Le fait d'aider là, pourquoi tu ne consultes pas le peuple ivoirien avant de prendre son argent pour dire je vais aider? Peut-être les Burkinabés, les Ivoiriens allaient dire faut donner 500 millions aux Maliens, faut donner 500 millions aux Burkinabés. Pourquoi tu vas donner seulement au Burkina seul? Attends, moi j'aimerais répondre. C'est ça, oui, préfère un instant. Après, moi, je ne peux pas ça, c'est la décision de nos gouvernants. Si on a choisi... Je vais dire normalement, tu n'as pas le droit... Je suis en train de répondre. Ouais. Ils sont en train de dire, si c'est nous on a choisi de les mettre là. Donc ça veut dire c'est eux qui décident à notre place. Ça c'est de Ah non. Voilà, c'est pas, ah non. Voilà, c'est pas. Ah non, Manuel. Non. Bah, attends, tu comptes. Non. On consulte le peuple. Il y a des décisions sur lesquelles on consulte le peuple. Tu ne peux pas, c'est pas parce que tu es désigné. Pas décision comme ça. Tu peux pas prendre toutes les décisions. Sur juste ce genre de choses-là, c'est pour ça qu'il y a un parlement. C'est pour cela que vous avez eu près de 80% aux législatives. Le parlement sert à cela aussi. Le président ne décide pas tout seul. Oui, je suis d'accord, le président le décide pas. Voilà. Je suis d'accord donc, avec ça. à partir du moment où tu prends 1 milliard, tu prends 1 milliard. On est en train de parler de ça, papa. Non, on est en train de pour aller parler donner de à ça, quelqu'un, papa. que ce soit un État ou que ce soit un homme politique, il faut des explications. Non, on est en train de parler cas par cas. C'est comme si on est en train de dire les aides venant des pays européens les plus développés, ils ne consultent pas les populations pour aller faire ce genre de décisions, pour aller si, l'aide au développement, si, c'est débattu au Parlement. Non, on est quand même... Attends, tu sais, Manuel, ce qu'on va faire, on va écouter Prosper rapidement par rapport à ce point-là, parce que là, tu as vraiment du mal à te décider pour le Burkina. Non, mais ma posé... Non, mais reconnais que M. Ouattara, il a une relation spéciale particulière avec le Burkina. Ok, Nsan, moi j'aimerais intervenir. Tu vois, c'est qu'il faut remettre les choses en contexte. Dans ce cas de il était question de la protection, tu vois, des frontières communes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est une politique. Ah bon? Oui, absolument. Et même encore les là. Milliards, là, les 2 milliards pour les armes là. Je continue parce qu'en preuve c'est documenté. Et on peut retrouver même... Oui, c'est pour ça que je continue. Je dis que on peut retrouver les dits du président Ibrahim Ouattara, qui lui-même confesse... Non, Ibrahim Traoré, s'il te plaît. Oui, Ibrahim Traoré, excusez-moi, c'est une erreur. Ibrahim Traoré, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui dit effectivement que la Côte d'Ivoire a apporté ce soutien-là dans l'intention de préserver, c'était la sécurité de la frontière commune à nos deux pays. Oui. Donc en fait, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la politique de protection. C'est ça encore. C'est toujours dans le sens de protéger la frontière, d'éviter que ces terroristes et tout ce que nous voyons là puissent atteindre l'État. Donc c'est pas un investissement. Donc en fait, la Côte d'Ivoire, si je comprends bien, pour protéger ses frontières, va armer le pays voisin. Non, je vous explique alors, parce que même encore... Okay. Non, mais je veux comprendre, oui. Oui, absolument. Et puis je te conseillerais d'aller revoir les dires du président Ibrahim... Non, je me rappelle de cette interview, c'était c'était à l'extérieur, d'accord? Exactement. Voilà, mais je ne comprends pas trop l'objectif. La Côte d'Ivoire peut défendre ses frontières. Exactement. Même les 2 milliards, on peut acheter des armes supplémentaires. Oui, mais vu que c'était... Pourquoi armer forcément le pays... C'est pas armé, c'est que il y avait il y avait un accord entre ces deux pays qui devait avoir un travail coordonné entre ces deux pays et oui, l'opération Komwe. Exactement, qui devait être une action coordonnée entre ces deux pays et le Burkina dans l'état actuel des choses
n'était pas à mesure de faire sa partition, donc manquait des outils. Et la Côte d'Ivoire, dans le souci de préserver, vous voyez, cette portion pour elle qui est très importante, soutient. Donc, en fait, c'est un investissement qui a un impact positif sur la Côte d'Ivoire. C'est pas un investissement tel que vous le présentez. Le président Gbagbo, quand il prend la parole, interviewé par un journaliste, n'est pas à mesure de défendre l'action. Il lui-même le dit. La raison pour laquelle il l'envoie, c'est juste, il sort ça. C'est juste Chirac. Ça relève d'une, je peux pas dire un mot ici, mais ça frise le ridicule. Pas plus que ça. D'accord. Mais en fait, donc, les achats d'armes de la Côte d'Ivoire pour le Burkina est justifié pour des raisons, des opérations conjointes militaires. Pour Laurent Gbagbo, en fait, d'accord, ça frise le ridicule parce qu'il s'agit de Jacques Chirac. Mais pourquoi, en fait, la Côte d'Ivoire, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire l'a pas poursuivi? Par exemple, pour vous. Pourquoi, en fait, il n'y a pas eu de procès? Bon, pour moi, honnêtement, ça c'est mon point de vue. Ça c'est la personne qui s'est. Tout ce volet-là. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Oui, mon point de vue, je crois que la Côte d'Ivoire quand même sort d'une histoire récente qui est documentée. Nous avons vécu des périodes assez sombres et dans un souci de contribuer toujours à la cohésion sociale et avoir un environnement propice à la paix. Ben, les autorités, voilà, je ne sais pas pour quelle raison, mais selon moi, je pense que c'est cette approche qui a été mise en avant, selon moi, et c'est la raison pour laquelle aucune procédure n'a été entreprise. Faut dire encore que, quand il a dit, il revenait de la haie. C'est tout récemment avec, comme Alain Foka, qu'il a déclaré cette situation. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est dans le cadre de préserver la paix qu'ils n'ont pas poursuivi, d'accord, le président Laurent Gbagbo. Selon moi. Oui, selon vous. Hein. Et enfin, donc, les armes, c'est dans le contexte d'une opération conjointe. Mais bon, là, en fin de compte, vous avez offert des armes gratuitement. Mais d'où vient cette inimitié d'Ibrahim Traoré pour Monsieur Alassane Ouattara? Pourquoi Ibrahim Traoré a cette inimitié vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Pour vous, est-ce que vous avez une explication par rapport à cela? Oui, bon, déjà, quand j'entends la prise de parole, surtout la note que tu nous as jouée, pour moi, c'est une note qui est pleine d'ambiguïté parce que quand on dit la Côte d'Ivoire, ça relève encore d'une spéculation pour moi qui frise le ridicule parce qu'on ne peut pas attribuer l'action des individus à tout un État. C'est manquer de lucidité. Donc, je peux comprendre que certaines personnes se prêtent à ce jeu-là, tu vois, qui s'apparente au populisme, mais c'est pas de la pertinence. C'est pas de la pertinence en prise de parole. Ça, c'est une incohérence. On peut attribuer, parce que pour pouvoir attribuer des actions des individus à un État, ça, encore une fois de plus, je mets ça en griffe, on ne peut pas. On peut dire, ok, des individus provenant, et puis on peut citer les États, ont accompli telle action. Ça, c'est de la lucidité. Mais présenter tel qu'il a fait, je comprends que il faut qu'il soit encadré par un comité de communication et puis un conseil juridique pour les prochaines prises de parole. D'accord. Donc, pour vous, en fait, les gouvernants du Burkina Faso sont des incompétents. Ils manquent de lucidité. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis à bien. Oui, mais ils manquent de lucidité. Non, ce que je dis, c'est que à certains niveaux, il y a besoin d'un accompagnement. C'est ce que je dis. D'accord. En fait, ça veut dire que sur certains niveaux, ils ne cernent pas trop tout ce qui est diplomatie, tout et tout. Oui, ça paraît, puisque dit comme ça, vous l'avez joué. La Côte d'Ivoire, je me posais la question, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire ça ainsi. Vous voyez. D'accord. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que si le régime de Ouagadougou qui est en place là, s'il tombe, c'est du pain béni pour la Côte d'Ivoire ou pas? S'il tombe, qu'est-ce qu'on appelle s'il tombe? Non, c'est que la Côte d'Ivoire recherche, c'est que les États voisins soient sécurisés, que les gens fonctionnent. Donc pour vous aujourd'hui, le gouvernement, c'est-à-dire le Burkina Faso dans son ossature tel qu'il est, il ne présente aucun obstacle pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un problème avec tout ce qui pourrait être tension, qui pourrait affecter, vous voyez, notre État. Tant que le gouvernement du Burkina gère son État de manière cohérente et que la paix est préservée en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème. C'est surtout ça. Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire ne s'attaque pas à des États, mais à des situations qui pourraient endommager le fonctionnement et puis la sécurité de notre État. C'est pas plus loin que ça. D'accord, ok, d'accord. Sinon, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Absolument. On ne soutient pas, c'est-à-dire les pushs, on ne soutient pas les pushs, c'est tout. La Côte d'Ivoire ne soutient pas les pushs. C'est ça? Absolument. D'accord. La Côte d'Ivoire ne soutient pas les pushs. Officiellement ou officieusement? Officiellement.
D'accord. Ok. Bon, soutenir les pushs, c'est différentes manières de soutenir les pushs. Mais en tout cas, c'était un moment, en tout cas, un moment assez intéressant. Moi, j'ai été très ravi d'avoir toutes ces personnes-là échanger avec moi. Vous êtes restés 404 personnes en fait à les écouter. Amicia, grand merci, mon ami Amicia. C'était un plaisir, voilà, d'être passé, venir me tenir la chandelle. René Caillé, c'est un grand plaisir également de t'avoir vu. Steph Taki, je sais que tu voulais prendre la parole encore, mais il y aura d'autres émissions. Hein. J'ai duré aujourd'hui, je suis malade. J'ai fait au moins 4 heures de temps, même facile. Parce que là, il est quasiment 17h à Abidjan, 18h ici. J'ai mis au moins 4 heures. Je dois aller voir le médecin tout à l'heure en plus. Monsieur Prosper, c'est plaisir partagé. C'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir eu ici. Manuel Traoré, c'est toi, c'est le même Manuel là qui est chez Nina Chouchou, c'est ça? Chez un Chouchou là, c'est lui qui est chez moi Chouchou là, c'est lui. Manuel, c'est le chez un Chouchou? Ouais, c'est lui, c'est le même Manuel. Le seul RDA ouais, qui en tout cas Manuel, merci d'être venu, d'être prêté au jeu. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir vu ici. On a échangé, grand merci en tout cas Manuel. Et tu te laisses pas faire, tu te bats, tu te débats pour défendre ton opinion. C'est bien. Et puis merci à tous ceux, toutes celles qui ont été là. Et encore désolé parce que je sais qu'il y a plein de personnes. J'ai vu Bébé, le Sucin, Signal, Kifi Seri, GK, Elie Timothée, JM Perkis, prioritairement, tu monteras la prochaine fois parce que depuis le début, tu as fait ta demande, pas comme Conan et toutes ces personnes que j'ai pas pu faire monter. Je m'excuse, je vous présente mes sincères excuses. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois, une prochaine émission sur un prochain live. Mais grand merci parce que quand vous êtes là, vous apportez vraiment de l'énergie et du tonus à l'émission. Je vous remercie du fond du cœur et je remercie tous ces invités et ces invités au féminin, hein, E accent aigu, E, S, d'être